Laure Agnès Caradec, bonjour. Bonjour, merci Radio GM. Je suis ravie de vous retrouver au micro pour ce journal Le Politique. Je rappelle rapidement que vous êtes présidente de la Fédération LR des Bouches-du-Rhône, vice-présidente du département, présidente d'Euroméditerranée et de la GAM. On va parler bien sûr d'une fédération qui cherche à se réinventer tout en affirmant les valeurs de la droite républicaine. Mais avant d'en parler, je voudrais quand même qu'on évoque ensemble cette minute de silence qui est proposée aujourd'hui dans les collèges et les lycées de France en hommage aux 2 professeurs assassinés par des terroristes islamistes parce que professeurs. Je pense bien sûr à Samuel Paty et Dominique Bernard. Quelle est votre réaction, quel est votre sentiment aujourd'hui, 1 an après la mort de Dominique Bernard, et aussi sur cette proposition de minute de silence ? Pour moi, c'est quelque chose d'indispensable parce qu'il ne faut pas oublier. Et deuxièmement, c'est un minimum. Voilà, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Ici à Marseille, on demande la nomination d'une école Samuel Paty, qu'on n'a toujours pas. Mais oui, la mémoire de ces 2 hommes enseignants, ayant la vocation au corps et qui se retrouvent assassinés sauvagement par des islamistes est insupportable. Et quand j'entends l'hommage et le maire de la commune qui a même pas osé dire islamiste. C'était l'hommage d'hier à Conflans-Sainte-Honorine. Exactement, en disant juste un homme, je ne sais plus comment il a dit, incontrôlable. Voilà, il faut mettre aussi des mots, parce que je pense que c'est important. Mal nommer les choses, comme dirait Albert Camus. Évidemment, c'est surtout cette idée de proposer une minute de silence aux professeurs et aux élèves. Oui, proposer, nous verrons qui suivra la proposition. On verra, et puis surtout comment les débordements seront en tout cas sanctionnés. On va revenir bien sûr à cette fédération qui, c'est vrai de le dire, qu'elle cherche à se réinventer, ce n'est absolument pas péjoratif, mais c'est une évidence aujourd'hui. Et surtout, comment agir, sachant que à l'heure actuelle, ce sont les extrêmes en politique, la gauche et la droite, qui occupent véritablement l'espace médiatique. Comment faire, Laure Agnès Caradec, pour être audible ? Mais c'est toute la difficulté. Je crois que le en même temps d'Emmanuel Macron a complètement, on va dire, nitraté les partis traditionnels et aujourd'hui explosé. Et on se retrouve coincé entre des extrêmes et beaucoup ne s'y retrouvent pas. Donc aujourd'hui, avec méthode dans un contexte qui a été difficile, puisque moi et les équipes qui ont été élues, nous l'avons été en novembre dernier. Ensuite, nous nous sommes mis en route pour l'élection européenne, et puis ensuite la dissolution à laquelle personne ne s'attendait, repartir en campagne législative. Le cas Éric Ciotti, voilà, il fallait ça fait beaucoup, et il fallait trouver le bout du tunnel. Donc là, on voit un peu de lumière. Donc voilà, l'objectif, c'est de repartir à la structuration de ce pays, reparler surtout aux adhérents, parce que je pense qu'on a besoin de dialogue, d'expliquer les choses, d'expliquer les difficultés. De retrouver de nouveaux adhérents. Bien sûr, et d'expliquer les difficultés auxquelles nous faisons face. Créer des groupes de réflexion, parce que j'avais commencé, donc ça y est, nous reprenons, parce que nous avons évidemment les échéances de 2026 en ligne de mire à l'échelle du département. Et donc, il va falloir construire un programme sur ce qui correspond à nos idées, à nos valeurs. Donc, la valeur travail, la valeur sécurité, l'environnement, l'aspect social. Vous dites, on voit un peu de lumière. Qu'est-ce qui fait que cette lumière aujourd'hui est au bout du tunnel ? C'est l'arrivée au gouvernement de Michel Barnier, de personnes comme M. Retailleau. C'est ça qui change la donne ? 2 choses. À l'échelle de notre parti, les Républicains, depuis le 1er octobre, Éric Ciotti n'est plus président. Donc il va falloir... ça ne nous a pas échappé. Oui, voilà. Donc tout était bloqué jusqu'à présent. Donc là, maintenant, on repasse dans une phase de reconstruction et de fonctionnement à peu près normal du parti lui-même. Et ensuite, à l'échelle nationale, après avoir tant attendu ce gouvernement, nous retrouvons avec un Premier ministre, Michel Barnier, qui a 73 ans, qui a un âge raisonnable, on va dire, avec une expérience, avec une honorabilité, c'est-à-dire que sa carrière politique n'a jamais été entachée, il a géré des gros dossiers. Et puis, on a, je crois, sur l'attente première des Français, c'est-à-dire la sécurité, la lutte contre l'immigration, un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau,
qui a un discours fort, qui veut revenir sur la circulaire Valls et qui a une action publique qui correspond à l'attente de 80% des Français, 80% qui, au-delà du facteur de ceux qui sont de droite ou de gauche, c'est une attente première des Français. Il a des propos qui répondent aux attentes des Français, mais il a en binôme, j'allais dire, puisqu'il travaille avec le ministère de la Justice, un ministre de la Justice qui n'est pas véritablement dans la même ligne de droite et des Républicains. Je suis bien d'accord, et si les deux ministres ne fonctionnent pas sur la même cadence et le même objectif, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas, mais là, c'est aussi au Premier ministre à arbitrer les choses et faire en sorte que, alors certes, il faudra quelque chose d'équilibré, mais en tout cas, il ne faut pas que la justice fasse obstruction aux actions menées par le ministre de l'Intérieur. Là, on est en plein budget, hein, c'est quand même le plus gros morceau, et Michel Barnier le sait, même si on a peu d'espoir qu'il passe de façon naturelle, et on aura certainement recours au 49.3. Mais le fait qu'il soit arrivé, est-ce que vous avez changé, vous avez senti un espèce de frémissement parce que Michel Barnier, justement, représente cette constance de droite? Oui. Est-ce que c'est aussi, plus ce gouvernement saura s'imposer, plus vous gagnerez peut-être en nouvelle crédibilité, Laure Agnès Cardec? Mais certainement, et je crois que si on veut lutter contre les extrêmes, il faut retrouver ce discours de fermeté, ce discours de cap, parce que ce pays, on avait du mal à discerner le cap dans lequel on voulait l'amener, et on voit bien le discours Sarkozy. Il y a eu très peu de votes Rassemblement national quand Nicolas Sarkozy était en campagne avec un discours fort. Donc il faut retrouver ce discours fort, et d'ailleurs Bruno Retailleau est l'homme qui, on va dire, crève l'écran dans ce gouvernement, puisqu'il a pris plus 12 points en termes de popularité. Et donc ça correspond à une attente des Français, une fois de plus, qui ne sont pas forcément de droite. Alors le vrai problème qui se pose aujourd'hui avec ce budget, on est en plein dedans. L'idée, bien sûr, on l'a bien entendu, c'est de réduire les dépenses. On commence à entendre, mais comment Bruno Le Maire a pu comme ça se tromper, puisqu'on se rend compte quand même que 2 points, c'est énorme de dérive par rapport à ce qui était prévu. On n'a pas beaucoup de possibilités. Qu'est-ce qu'on fait? On parle beaucoup d'augmenter une certaine catégorie d'impôts, ok. Mais après, moi, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Quand on est un administré, on voit face à nous un millefeuille territorial avec une multiplication de fonctionnaires, et ça pose quand même problème. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent « Ok, charité bien ordonnée commence par soi-même ». Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer déjà par faire des économies à ce niveau-là? C'est la priorité numéro 1 pour moi. Moi, je l'ai déjà dit, je suis contre l'augmentation des impôts. Alors bon, je n'ai pas tous les chiffres du budget, bien entendu. Bon, je pense que Michel Barnier est très contraint et dans un exercice qui doit dégager des recettes assez rapidement. Alors, faire des économies, évidemment, c'est un préalable, mais les économies, c'est long. Donc, on voit quand même que le budget de l'Élysée a été augmenté là, sur le nouveau budget. Exactement, et je trouve ça particulièrement indécent à l'heure où on demande aux Français de faire des efforts colossaux, que le budget de l'Élysée puisse être augmenté, au même titre que la ville de Marseille qui a augmenté les impôts de 12%. Je trouve que ça pénalise les Français qui sont déjà très largement taxés, puisque nous sommes le pays le plus largement taxé quasiment au monde. Oui, mais vous qui, par exemple, êtes élu au département, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de réduire le nombre de fonctionnaires on a un département, on a une métropole, on a une région, on a une municipalité, on a des agglomérations aussi, des communautés de communes. Ça paraît beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité? Est-ce qu'on ne pourrait pas déjà commencer ici, territorialement, à baisser un peu les choses, à donner le bon exemple, bref? Mais je suis bien d'accord. Maintenant, il faut faire avec les textes de loi qui existent. Et malheureusement, la métropole devait simplifier. Et en fait, elle a rajouté un millefeuille supplémentaire. Donc, bon, c'est les textes de loi qu'il faut revoir. En attendant, bon, vous parlez du département. C'est le 2e mandat de Martine Vassal et elle n'a, en 2 mandats, absolument pas augmenté les impôts. Absolument. Et à la métropole, de même. Donc, comme quoi c'est possible en ayant une gestion rigoureuse.
Mais c'est pas simple. Mais c'est vrai que les Français sont un peu perdus quand même. Oui, ça. Et même nous élus qui naviguons dans tout ça, des fois on se pose un peu des questions aussi sur qui est compétent sur quoi. Donc oui, une simplification est indispensable. Alors c'est vrai que vous l'avez dit, Bruno Retailleau, tout à fait dans votre ligne politique. Et ici, quand on voit à Marseille, peut-être que les problèmes sont encore plus présents. Ce qu'on voit, alors nous ici, on est très touchés aussi par le problème de la sécurité, par les règlements de compte, de violence qui est arrivée dans la société et de cette haine aussi des fonctionnaires. Je pense à la police qui est toujours prise à partie. Comment on fait pour tenter de remettre un peu d'huile dans tous ces rouages et essayer de retrouver une espèce d'entente localement, parce qu'on a véritablement l'impression de vivre au Far West. Mais entièrement d'accord. Et quand on a un affaiblissement de l'État, ce sont d'autres systèmes de fonctionnement, que ce soit les narcotrafiquants, ou que ce soit l'islamisme, ou que ce soit la violence, qui prennent le relais. Et donc aujourd'hui, moi je n'ai de cesse de dire il faut impérativement un comité de pilotage préfecture ville de Marseille sur les questions de sécurité, de respect de l'ordre public et de l'espace public. Que dit le préfet ? Il va l'organiser, donc, mais il faut que tout le monde soit dans le même état d'esprit. Quand je vois qu'on met des millions d'euros pour réaménager l'espace public, que ce soit sur la Porte d'Aix ou que ce soit sur Capitaine Jazz, et que on a Porte d'Aix des migrants, toutes sortes de choses qui traînent par terre. C'est pas que Porte d'Aix. Tout est neuf, ça sent l'urine partout. Il y a des points de crack et de deal, c'est pas tolérable. On a des étudiants qui sont installés sur la Porte d'Aix, on a l'école d'architecture, on a le campus Omnes qui arrive. Ce n'est pas tolérable. Il faut mettre le paquet pour que l'espace public soit respecté et que tous les usagers puissent circuler sans se sentir terrorisés. La situation s'est aggravée, je suis d'accord. Mais cette situation était déjà là depuis très rapidement, c'est vrai. Et partout en France. Mais cette situation, elle était là déjà. Oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Il faut aussi se poser ce genre de questions. Comment on en est arrivé là ? Mais bien sûr, priorité vidéosurveillance, vidéo-verbalisation. On voit bien que la municipalité de Benoît Payan a mis 3 ans dans les atermoiements de développer les vidéosurveillances, de recruter des nouveaux policiers municipaux. Et en fait, ça doit être une priorité. C'est une attente première des Français, au-delà des Marseillais, et peut-être encore plus à Marseille. Moi, entendre cette jeunesse qui dit on en a marre, on n'ose pas sortir, on se fait agresser, on va quitter notre ville, c'est pas ce que je souhaite, et je trouve que nous faisons suffisamment d'efforts pour essayer d'accueillir ici des organismes de formation de haut niveau, pour faire des débouchés à l'emploi pour notre jeunesse. Pour garder notre jeunesse, exactement, bien sûr, et c'est l'objectif premier, et tout ça dans un espace sécurisé, bien entendu. Alors vous parlez du maire de Marseille, moi je vais vous parler des municipales, puisqu'elles approchent à grands pas quand même, ces élections municipales. On est à quoi, 18 mois ? Même pas ? Oui, tout à fait. À peu près 18 mois. C'est vrai qu'il faut se préparer à cela. Et quand on pense véritablement à cela, on se dit, il y a une volonté pour cette ville. Ok, vous avez à droite, vous, avec la fédération, vous avez une volonté pour cette ville et pour les autres villes, bien sûr, sur le département, mais il faut aussi des personnalités pour incarner ces volontés. Est-ce que c'est pas le moment de faire émerger des nouvelles têtes, ou alors, si ce sont des têtes déjà existantes, de les mettre plus en avant, parce que 18 mois c'est très court, pour que les Marseillais ou dans d'autres villes puissent s'approprier des personnages pour pouvoir ensuite voter pour eux. Mais Elsa, je vous donne entièrement raison, puisque c'est ce que je réclame depuis plusieurs semaines. Il faut une incarnation. Donc mettons-nous autour de la table, en tout cas l'union large que nous souhaitons de la droite. Parce qu'elle est large là maintenant, on a pardonné, on s'est réconcilié, exactement, on et a du centre, accepté. Pour déterminer la personnalité, homme ou femme, qui tirera la liste de notre famille politique au sens large, bien entendu, et au-delà, construire rapidement un programme. Il faut qu'il y ait des personnalités qui embarquent les Marseillais dans un projet, dans une vision. Alors vision, c'est tellement galvaudé, mais en tout cas sur un projet aussi. Oui, alors je sais pas comment dire, mais en tout cas un programme et des axes forts
pour cette ville. Et moi, à mon sens, ça passe par la sécurité, ça passe par le développement économique. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la ligne du développement économique de la municipalité actuelle, parce qu'il faut créer des richesses pour qu'elles soient partagées à l'échelle de cette ville. Ce sont les commissions de réflexion que vous voulez créer. Exactement, qui sont déjà engagées pour qu'on soit, nous soyons force de proposition justement sur plusieurs sujets. Parce qu'il faut des personnalités, il faut partir avec des alliances, forcément. Je veux dire, avec des alliances, on le voit bien aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait des alliances. Mais bien sûr, il faudra des alliances et puis il faut aussi des listes renouvelées. C'est pas pour autant qu'il faut... On va jeter tout le monde, on a bien compris. Il faut un juste équilibre entre des personnalités d'expérience qui connaissent bien les dossiers de la ville, qui connaissent aussi le fonctionnement, les réseaux, et puis des nouvelles personnalités qui amèneront une vraie plus-value avec un regard neuf, avec des idées neuves. Voilà, c'est cet équilibre-là. C'est pas ça le rôle des partis politiques, d'aller chercher cette classe qui renouvelle en permanence avec une certaine dynamique? Bien entendu, et moi au sein des Républicains, il y a énormément de jeunes, c'est vrai qu'il y a Ludovic Pernet, puis il y a beaucoup de jeunes autour de lui, qui ont envie de s'investir pour la cause publique, et donc je trouve ça plein d'énergie, plein d'allant. Oui, on ne peut pas sortir du chapeau comme ça, il faut quand même être dans la vie politique. Vous citez Ludovic Pernet qui est là depuis longtemps, qui a été le plus jeune élu, etc. Il faut quand même des gens d'autres également, bien sûr, mais qui soient, je veux dire, il faut des gens qui aient déjà les mains dans le cambouis, qui connaissent aussi mais bien sûr, et qui amènent aussi, à travers leur délégation, des personnalités nouvelles. On voit bien qu'on a des personnes de la société civile qui ont envie de s'engager à nos côtés parce qu'ils ont la même conception et la même envie de développer cette ville, et de la défendre d'ailleurs, parce qu'il faut la développer et la défendre également. Et donc, c'est arriver à avoir ce tissu qui soit représentatif de tous les Marseillais pour porter justement une liste et un élan. Donc ça vous laisse 18 mois de travail là. Hein. Il va y avoir de quoi faire et des noms qui vont émerger rapidement, nous l'espérons. Oui. Nous l'espérons, et en tout cas moi je trouve ça très enthousiasmant. J'y mettrai toute mon énergie pour que en tout cas les Républicains aient toute leur place dans ce dispositif-là. Merci beaucoup Laure Agnès Caravec. Merci Elsa, merci Radio JM.